Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Toujours se lancer dans le monde de l'entreprise. Au programme aujourd'hui. Je vais vous raconter une belle histoire, celle des cyclomoteurs Solex. On va recevoir comme grand invité Cécile Saint-Michel, présidente de l'Ordre des experts comptables. On va parler entrepreneuriat, accompagnement, expertise et conseil. Et on terminera avec ce que pensent les Français de la création et de la reprise d'entreprise. Bon, écoutez tout de suite, c'est parti Thomas. Puisque en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous nous faites rentrer dans les coulisses des entreprises et vous nous racontez la saga Solex, une saga à la française aujourd'hui. Oui Jean-Marie, parce qu'au début de l'histoire, nous avons deux ingénieurs centraliens, Maurice Goudard et Marcel Ménesson, qui vont créer des radiateurs, puis des carburateurs et starters pour l'automobile. Alors nous sommes en 1905, mais dès l'année suivante, le développement de la société est fulgurant. En 1910, ils déposent la marque Solex pour pièces détachées et accessoires pour automobiles et motocycles. La Première Guerre mondiale arrive et ils sont appelés sous les drapeaux. Alors au retour, ils déposent plusieurs brevets, mais c'est en 1940 que Marcel Ménesson fait réaliser le prototype d'un cyclomoteur ayant la particularité d'avoir un moteur à explosion situé sur l'avant avec une transmission avec un galet entraînant la roue avant. Allez, vitesse de pointe 35 km/h, le vélo Solex vient de naître. Exactement, et c'est un succès ? Succès phénoménal. Ils seront produits dans leur usine de Courbevoie à raison de 15 machines par jour au début. Au milieu des années 60, on vend jusqu'à 1500 Solex par jour. Au global, il en sera vendu 8 millions d'exemplaires. Oui, mais pour autant, le vélo Solex va rencontrer des difficultés. Oui, la société va passer entre plusieurs mains, mais ce qui fera le plus grand mal à la marque, c'est l'arrivée dans les années 80 des scooters japonais qui évidemment marquera un virage sans contrôle pour la marque. Absolument. Et alors, qu'est-ce que devient Solex aujourd'hui ? Alors, l'entrepreneur Grégory Trébaol reprend la marque en 1913 et continue la reconversion de Solex vers l'électrique. Il fourmille d'idées et de projets. En 2026, il va ouvrir un flagship, ce qu'on appelle un magasin amiral à Courbevoie pour les 80 ans du Solex motorisé. Elle y va abriter un musée de 1500 m² avec plus de 1000 anciens Solex, un hôtel de 24 chambres et un restaurant racontant l'histoire de la marque. Après avoir lancé une gamme de vélos électriques il y a quelques années, ils vont passer au cyclomoteur électrique et ils cherchent également à se renforcer à l'international. Eh bien, bonne route à Solex en tout cas. Tout de suite Thomas, on accueille votre invité, le témoin de la semaine, c'est Cécile Saint-Michel, présidente de l'Ordre des experts comptables, un ordre qui rassemble 22 000 professionnels, 130 000 collaborateurs. Bon, la mission c'est assurer la représentation, la promotion et aussi le développement de la profession d'experts comptables. Bienvenue à vous Cécile Saint-Michel, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci, bonjour. Bonjour à vous. En 2023, le niveau des créations d'entreprises est resté élevé avec plus d'1 million d'entreprises, ce qui démontre le dynamisme des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat en France. On est bien d'accord sur ce constat. Effectivement, la France peut être considérée comme une terre d'entrepreneuriat. Mais pour autant, 70% d'auto-entrepreneurs dans ce million, est-ce que ça ne démontre pas une précarité de l'entrepreneuriat d'une certaine manière? Oui, parce que le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui est utilisé de façon, on va dire, à l'inverse de ce pourquoi il a été créé au départ. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé au départ pour que les chefs d'entreprise, les créateurs qui avaient une idée et dont ils n'étaient pas très sûrs de cette idée, puissent la lancer de façon rapide et à moindre coût. Aujourd'hui, on constate effectivement au travers de nos chiffres qu'on a quand même 70% des créations d'entreprises qui se font sous le forme d'auto-entreprises avec effectivement toute la précarité. Et si on regarde bien les chiffres aussi, on constate que dans ces chiffres-là, dans ces 70%, au bout de 2 ans, il y en a un tiers qui n'ont toujours pas de chiffre d'affaires. Oui, parce que en fait, c'est un statut test, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, c'est un statut test ou un statut pour une activité complémentaire. Par exemple, les étudiants qui, pour améliorer l'ordinaire ou tout simplement avoir des rémunérations, ont un emploi de façon indépendante. Donc voilà, ça a été fait pour ça, pour un emploi complémentaire ou pour tester une idée d'entrepreneuriat que pouvaient avoir les gens. Et il y a les défaillances d'entreprises. Je vais vous en parler un instant parce que 36% de défaillances d'entreprises, c'est en hausse donc de 36% par rapport à 2022 avec presque 58 000 procédures. Alors est-ce que la crise est seule responsable de la situation ou alors on peut considérer que la mortalité de ces entreprises vient d'une gestion hasardeuse ou de mauvais calculs sur le business de la société ? C'est les deux, il y a la mortalité naturelle. Bon, après, les défaillances d'entreprise, c'est pas forcément de la mortalité naturelle. La plupart du temps, les défaillances d'entreprise sont dues effectivement à une mauvaise gestion des affaires
par les chefs d'entreprise, parce qu'au fur et à mesure du temps, ils commettent des erreurs, et cette accumulation d'erreurs, au bout d'un certain temps, ça crée des défaillances d'entreprise. Après, il y a des défaillances qui ne sont pas que du fait aussi du chef d'entreprise. Je veux dire, une entreprise dont son principal client est défaillant, il y a un effet domino Absolument. et répercussion qui fait qu'il y a des entreprises qui se retrouvent défaillantes alors qu'elles n'avaient pas réellement commis d'erreur. Alors justement, en dehors du cas que vous venez de citer, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui entraînent la défaillance d'une entreprise? Ah oui, la principale raison de la défaillance des entreprises, on le constate à travers les chiffres, c'est le manque de trésorerie. Ce manque de trésorerie est la principale raison pour laquelle on a des défaillances d'entreprise. Après, le manque de trésorerie peut arriver au fur et à mesure du temps parce qu'on a un client qui est défaillant, parce que on a divers phénomènes qui font qu'on a moins de trésorerie, mais surtout on constate que ce manque de trésorerie, qui est une cause de défaillance principale, c'est surtout parce que à l'origine de la création de l'entreprise, bien souvent les créateurs n'ont pas assez de trésorerie, n'ont pas ce qu'on appelle le fonds de roulement, qui est un terme un peu technique, mais c'est tout simplement le fait de pouvoir payer ses fournisseurs sans avoir encaissé ses clients. Est-ce que ça veut dire que la création d'entreprise avec un capital de 1 euro, comme ça a été porté il y a quelques années, était une fausse bonne idée? C'est une fausse bonne idée, c'est une aberration, parce que nous, experts comptables, on passe notre temps à dire aux créateurs, quand ils viennent nous consulter, il vous faut des fonds propres, et on les accompagne justement pour arriver à trouver cette trésorerie dont ils vont avoir besoin, parce que s'ils n'ont pas de l'argent, personnellement, on a quand même pas mal de systèmes qui les aident à avoir des apports. On les accompagne, on leur dit, il vous faut de la trésorerie, et là, aujourd'hui, on a des sociétés avec un capital minimum qui est à 1 euro, c'est-à-dire que c'est 1 euro symbolique. Donc ça veut dire qu'on fait croire aux gens qui peuvent lancer leur activité, leur entreprise, sans avoir de trésorerie au départ. Ce qui est, à mon sens, une erreur très grave et la cause, je vous l'ai dit tout à l'heure, de défaillances importantes. Alors vous êtes expert comptable, vous présentez l'ordre chez nous ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un partenaire de confiance. C'est comme ça que vous vous décrivez auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Partenaire de confiance? Je parlerais plus de copilote. Copilote. C'est-à-dire qu'on est plus que relatif, des partenaires. Un vrai relatif. Ouais. Alors, pas dans la gestion, mais dans l'accompagnement à la gestion du chef d'entreprise. On est à leur côté quotidiennement. On est là pour les accompagner dans la gestion, pour leur donner des bons conseils, pour leur éviter aussi les pièges et les erreurs qui peuvent être quelquefois fatales. Donc, on est là au quotidien à côté des chefs d'entreprise. On est, l'administration fiscale vient de nous qualifier comme tiers de confiance. On est les tiers de confiance pour les chefs d'entreprise. Mais ça fait bien longtemps qu'on est des tiers de confiance pour les chefs d'entreprise. On a juste une petite reconnaissance là, mais ça fait très longtemps qu'on est les tiers de confiance des chefs d'entreprise. On est leur copilote, tout simplement. Alors, vous venez de le dire, vous êtes copilote, tiers de confiance, mais à vous entendre, ça veut dire que c'est à partir du moment où la société est créée. Mais la réalité, c'est que vous aimeriez bien, et vous le dites souvent, intervenir en amont de tout ça, pour justement éviter les défaillances qui suivent. Effectivement, c'est plutôt le créateur vient consulter un expert comptable, on constate, et plus il y a de chances de réussite dans son projet. Donc aujourd'hui, moi ce que je dis, et tous les experts comptables le disent, et on en est plus que convaincus, il faut que les créateurs, quand ils ont une idée, quand ils ont un projet, ils consultent un expert comptable. Ils le font pas, je pense, par méconnaissance, par peur aussi d'aller voir un expert comptable, on va dire, par rapport au coût éventuel que ça pourrait leur occasionner. Mais je veux dire, c'est hyper important d'aller voir le chef d'entreprise aille voir un expert comptable. Et pour preuve, on tient des permanences gratuites de consultation à la création d'entreprise dans quasiment toutes les chambres de commerce et tous les chambres de métiers. L'ordre participe à tous les salons de création où qu'ils se tiennent. Donc, il faut impérativement que les chefs d'entreprise, les créateurs viennent nous consulter. Le message est passé. J'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent, et les futurs surtout, vous ont entendu ce matin. Merci. Ça tombe bien, ils écoutent souvent Sud Radio. Merci à vous, Cécile Saint-Michel. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Ordre des experts comptables. Tout de suite, on explique quelque chose, tiens, pour ceux qui se lancent. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors c'est subjectif aujourd'hui, Thomas, vous nous parlez envie d'entreprendre, voyons. Oui Jean-Marie, parce que selon un sondage d'Opinionway, 25% des sondés souhaitent créer ou reprendre une société. Cela représente quand même 13,5 millions de Français et plus de la moitié d'entre eux ont pour idée de se lancer dans les 2 ans à venir. Cela représente quand même un potentiel de 6 millions d'entrepreneurs
en 2026. Alors sans trop de surprise, c'est la région Île-de-France qui arrive en premier sur le choix d'implantation, suivi de l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Quant au profil de ces futurs entrepreneurs, à 43%, c'est en solo qu'ils projettent l'aventure. Alors c'est quoi les autres enseignements du sondage ? L'intelligence artificielle, et on en reparle encore du coup aujourd'hui, parce que 70%, 77% pour être précis, des sondés considèrent que l'explosion de l'intelligence artificielle fera apparaître une nouvelle génération d'entrepreneurs avec des profils inédits. Pour 54% de ces potentiels entrepreneurs, l'IA sera source de gains de temps dans la gestion des formalités d'entreprise, et dans le même temps, un dirigeant sur 3 reconnaît être en retard sur l'intégration de l'IA dans son process. Oui, effectivement. Alors vous avez évoqué la création de l'entreprise, mais il y a un volet important également, c'est la reprise d'entreprise. Thomas, où est-ce que les Français en sont sur ce point ? La reprise d'entreprise est plébiscitée par les Français. Un tiers seraient intéressés par cette reprise, et on observe que dans de nombreux cas, c'est sûrement mieux réfléchi d'ailleurs que le reste, car 16% auraient repéré déjà une entreprise qu'ils pourraient reprendre. 52% jugent que c'est plus simple que d'en créer une, mais aussi plus abordable et moins risqué. Je rajoute que, comme c'est souvent le cas, des projets de deuxième partie de vie professionnelle, le temps joue un rôle très important, car il faut aller plus vite. Exactement. Tiens, question en un mot qu'on pourrait poser à notre invité Cécile Saint-Michel. Qu'est-ce qui est le plus facile, créer ou reprendre ? C'est pas la même chose. Alors quand ils créent aujourd'hui, les chefs d'entreprise, on constate qu'ils font de la création, ils créent leur emploi. Ils n'ont pas forcément des salariés. Quand on reprend une entreprise, par contre, il y a une structure qui existe, donc c'est pas le même projet en fait. C'est un métier différent. C'est un métier différent au départ. Dans les deux cas, on a quand même besoin d'un expert comptable. Je pense que c'est le message que vous auriez fait passer. Surtout venir nous voir, même quand on veut créer ou reprendre une entreprise bien en amont. Merci à vous, Cécile Saint-Michel. Merci. Restez avec nous, Thomas Binet. On vous retrouve dans un instant. Après avoir entrepris, on va investir. Et on va parler de l'or. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.